L'odeur de la sauge dans les récipients en argile se mêle à celle, âcre, du lin lavé et à la lourde humidité du Rhin. Sur le banc près de l'infirmerie, des draps froissés. Sur le mur, des bouquets de sauge et de fenouil. Dans les coffrets, des huiles et des racines. Sur la table repose une petite planche avec 3 lignes. Ne pas surchauffer, ne pas épuiser, ne pas humilier. Ici, trop audacieux, se traduit par des soins pratiques, utiles aux patients. Bonjour à tous. Écrivez-nous pour nous dire d'où vous regardez cette émission et quel sujet sur la politique corporelle du passé vous semble particulièrement important. Laissez un commentaire sur ce qui vous a semblé controversé ou sous-estimé et bonne écoute. Le mythe veut que l'Église ait réprimé la connaissance du corps, en particulier celui des femmes. La documentation contredit cette affirmation de manière discrète mais catégorique. La règle bénédictine place les malades au-dessus de l'ordre des champs. Les inventaires monastiques répertorient le vinaigre, les huiles, les tissus propres et les herbes. Les feuilles recopiées par la supérieure de Rupertberg, Hildegarde, côtoient la théologie, mais sentent la pharmacie. Dans sa physique et ses causes et remèdes, il n'y a pas d'audace ostentatoire. On y trouve des régimes, des contre-indications, une analyse du chaud et du froid, de l'humide et du sec, des conseils sur l'alimentation, le repos, les procédures brèves et chaudes. Quand il s'agit du corps féminin, le texte ne transforme pas les soins en spectacle et ne cache pas le sujet derrière des allégories. Il reste sobre afin que les actions soient précises. Le premier brisement du mythe est visible dans la bibliothèque. Les copistes conservent et multiplient les sections sur la santé féminine. Des compresses au lieu d'une chaleur prolongée, des bains prudents sans vapeur épuisante, des aliments doux en cas de faiblesse, l'interdiction des purges sous prétexte de punition. Dans les marges figurent les noms de patientes adultes issues des cours et des rues. Ces pages ne contiennent aucune pornographie. Elles reflètent une modestie sanitaire du langage qui ne blesse ni ne corrompt. Elles incitent à agir sans dépasser les limites de la décence. Le deuxième tournant passe par la pression politique du XIIe siècle. Le pouvoir impérial remue les diocèses, les chancelleries archiépiscopales resserrent la discipline, le monastère reçoit une sanction ecclésiastique en raison d'un différend funéraire. Cela touche le chant et le rang, mais pas l'infirmerie. Les inventaires font état de l'ébullition de l'eau, de l'achat de vinaigre, du changement fréquent des draps, de la réduction des séances pendant les périodes de chaleur. Les traités ne servent pas de prétexte à des dénonciations, mais d'instruments pour mettre fin aux pratiques exemplaires. Famine, vapeur prolongée, saignée inappropriée. L'abus de pouvoir est présent en tant que fait social de pression. La réponse est économique et médicale. Le troisième tournant est économique. Toute erreur de soin coûte cher. Des jours d'alitement supplémentaires signifient une main-d'œuvre en moins dans la cuisine et le jardin. Une surchauffe entraîne des brûlures et des échecs. Les thérapies morales se traduisent par des files d'attente nocturnes au chevet des malades. Dans les carnets de dépenses, où les chiffres sont inscrits en lettres, on voit comment les coûts diminuent lorsque l'on suit les instructions du livre. Des procédures courtes et chaudes au lieu de la chaleur, des lavages au lieu du nettoyage, une alimentation adaptée aux forces au lieu du jeûne rituel. C'est là aussi que les déductions augmentent lorsque la honte remplace le traitement. La formule « ne pas surchauffer, ne pas épuiser, ne pas humilier » se transforme en budget. Une cruche supplémentaire au chevet du malade, un autre parterre de sauge, une réserve de tissu propre et moins de feuilles mortuaires. Le jardin du monastère n'est pas un décor, mais une logistique. La sauge est pour la gorge et la respiration, l'absinthe contre la digestion difficile, le fenouil pour une stimulation douce, le galanga contre le rhume, le blé pour une cuisine douce. L'apothicaillerie et la cuisine fonctionnent comme un seul poumon. Nourrir pour donner de la force, faire boire pour dormir, réchauffer brièvement,
refroidir au bon moment, aérer à heure fixe. Le même ton artisanal se retrouve dans les sections consacrées à la santé féminine, interdiction des mélanges épuisants, prudence quant à la durée d'utilisation de l'eau chaude, recommandation de parler simplement pour ne pas faire de la toilette une scène. Derrière le mur, le siècle fait du bruit, les synodes écoutent les visions de Hildegarde, la chancellerie impériale veille à l'ordre, les copistes d'autres monastères reprennent les pages médicales dans de nouveaux codex, parfois en adoucissant les formules, parfois en les laissant telles quelles. Le manuel continue de fonctionner. Il n'est pas exposé sur la place publique, ni caché sous clé, mais placé à côté du vinaigre et des clés. Ainsi, la bibliothèque du monastère devient un entrepôt d'outils plutôt qu'une étagère de tentations. La période sombre est également appelée par son nom. Il y avait des aînés zélés qui tentaient de corriger par la faim et la vapeur. Ces tentatives transparaissent dans les interdictions contenues dans les traités eux-mêmes. Restriction du jeûne pour les adultes malades, arrêt des saignées en cas de faiblesse et de fièvre, suppression des purifications qui nuisent à la santé. La réponse n'est pas rhétorique, mais procédurale. Aération, lavage, soins brefs et chauds, eau, nourriture, sommeil. Il n'y a pas de théâtre dans ces lignes, car le théâtre ne guérit pas. La médecine monastique se répand dans la ville, le marché près de la clôture vend des herbes, l'infirmerie confie le linge à laver aux artisans, et les patientes adultes viennent de la ville après des traitements infructueux à domicile. On ne leur fait pas honte, on les inscrit dans un cahier. Le copiste note les résultats, l'intendant calcule les dépenses. Quand on reproche à l'Église d'avoir réprimé la connaissance du corps, on présente les registres des herbes, les achats de vinaigre, les relevés des résultats et les sections recopiées sur la santé féminine. Le mythe bruyant s'affaiblit face aux instruments silencieux. Dans cet essai, la modestie n'est pas un écran, mais une question d'hygiène du langage et de procédure. Elle empêche les détails inutiles sans effacer le sens. Elle ne permet pas à la faim et à la chaleur d'être qualifiées de vertu. Elle coupe la rhétorique comme un couteau coupe le tissu, d'un trait droit. Hildegarde reste une visionnaire et une compositrice, mais l'infirmerie consacre un autre héritage, une médecine prudente, sans pornographie ni punition. Le vocabulaire moral est mis de côté, comme un manteau par-dessus une chemise. Trop fin, il laisse passer le vent. Trop lourd, il écrase. Il faut trouver le juste milieu. C'est ce qu'offrent les cahiers, où chaque mouvement est décrit de manière concise et où le résultat est simple. Les patients adultes se lèvent et repartent à leur rythme. Dans le cahier de l'infirmerie, on voit comment les soins se transforment en une série de mouvements qui éloignent progressivement la douleur. Pendant la journée, la cuisine du monastère cuit le blé jusqu'à ce qu'il soit tendre, car les aliments grossiers sapent les forces des adultes. Le soir, le magasinier note la quantité de vinaigre utilisée pour les compresses contre la fièvre, le nombre de bandes de lin propres distribuées pour les pansements. Le jardin d'herbes médicinales vit comme un horloger. La sauge est séchée pour la gorge et la toux grasse. Le fenouil est conservé pour une stimulation douce et un apaisement de l'estomac. L'absinthe est infusée goutte à goutte contre la chaleur digestive lourde. L'hysope est disposé sur les étagères comme remède pour la respiration. Le galanga est réduit en poudre pour lutter contre le froid humide et la lassitude. Ces mots ne promettent pas de miracle. Ils fixent la mesure. Lorsqu'une femme adulte souffre d'une douleur lancinante dans le bas-ventre et d'une faiblesse sourde, le traité recommande de ne pas l'épuiser et de ne pas la purifier sous prétexte de zèle, mais de la nourrir avec ménagement, de lui donner une chaleur brève sans vapeur, d'aérer et d'éloigner la honte afin qu'elle ne devienne pas un couteau. Dans les pages recopiées, ces passages semblent secs, presque comptables, mais ils montrent que la sévérité bavarde sapait les forces,
tandis que le régime parcimonieux les rendait. La douleur reste la dure réalité du siècle. Les routes sont enneigées et boueuses, le pain devient cher, l'artisanat est détruit par les guerres. Dans ce contexte, la tentative de faire passer la torture pour un traitement est particulièrement choquante. Le document répond non pas par une diatribe, mais par une série de mesures. En cas de fièvre, des compresses froides. En cas de cœur bruyant, du repos. En cas de respiration faible, des boissons chaudes. En cas de douleur, des cataplasmes qui ne brûlent pas. En cas de saignement, l'interdiction de la vapeur et des saignées. À côté, il y a l'aspect pratique, un panier séparé pour le linge propre, un autre pour le linge sale, faire bouillir de l'eau à heure fixe, aérer les cellules et les couloirs, afin que l'odeur de pourriture ne transforme pas l'infirmerie en une chambre de mauvaises énergies. Il n'y a ici aucune scène audacieuse, car la scène tue le temps, et le temps est l'ennemi principal. Ici, tout est réglé sur le matin, midi et le soir, afin que demain, quelqu'un soit là pour balayer la cour et allumer le poêle. Le mythe selon lequel l'Église aurait réprimé la connaissance du corps repose sur une douce simplicité. Il aime oublier que c'est précisément au cours de ces décennies que les scriptoria des monastères recopient les sections médicales de la mère supérieure et des auteurs voisins, que les catalogues des bibliothèques mentionnent les herboristes et les recueils de recettes au même titre que les psautiers, que les interdictions ne concernent pas les traitements, mais les représailles sous couvert de correction des mœurs. À l'intérieur du monastère, le débat avec les rigoristes ne se fait pas à coups de bouclier, mais à coups de règles. Limite du jeûne pour les adultes malades, suppression des procédures purificatrices qui conduisaient à des évanouissements, exigence de ne pas humilier le corps là où il y a suffisamment d'eau chaude et de nourriture. Plus la formule semble austère, mieux elle survit jusqu'au soir. Elle est réécrite parce qu'elle fonctionne. Elle n'est pas embellie, car l'embellissement en altère le sens. La pression politique du siècle n'épargne pas non plus ce silence. Le monastère vit sous l'œil de l'archevêque et dans l'ombre de la volonté impériale, et l'abus de pouvoir est un fait social. On prive les moines de chant, on dispute le droit aux funérailles, on accable le monastère d'amendes. Dans ces circonstances, il est particulièrement remarquable que l'infirmerie ne soit pas fermée. Des documents attestent des achats de vinaigre et d'huile, du remplacement anticipé des toiles dans la chaleur, des intervalles stricts d'aération. Les traités fonctionnent comme des boucliers. Ils formulent où il ne faut pas surchauffer, où il ne faut pas épuiser, où il ne faut pas humilier. Et lorsque les rumeurs urbaines tentent de qualifier ces pages de trop audacieuses, la réponse se trouve dans le cahier des résultats. Les adultes reprennent le travail plus rapidement, les cris nocturnes se font plus rares, et le nombre de longs séjours à l'hôpital diminue. Ce n'est pas une victoire sur le monde, c'est une victoire sur l'absurdité. L'économie des soins semble aussi sèche que des pas sur la pierre. Le carré de sauge de réserve réduit les crises de toux nocturnes, la cruche supplémentaire au chevet du lit réduit les tremblements fébriles, l'interdiction de la purification réduit le nombre de faire-part de décès. Le copiste chargé de tenir les comptes note en mots combien de jours sans fièvre, combien de changements de linge, combien de portions de blé, combien de tasses de boissons chaudes. Ces notes ne connaissent pas la rhétorique. Elles connaissent le prix d'un après-midi. Et quand, à la porte, un moraliste de service affirme que la sévérité guérit, les chiffres consignés par écrit répondent autrement. La sévérité nuit si elle remplace les soins et aide si elle est modérée. Le jardin et la cuisine, entrelacés avec l'apothicaire-rie, montrent comment le langage de la modestie devient un instrument et non un rideau. Il élimine tout ce qui est superflu dans le discours, l'admiration du corps et le dégoût qu'il inspire. Il interdit les détails laborieux et ne laisse que ce qui permet d'aider un adulte sans l'humilier.
il transforme la vertu théologique en régime sanitaire. Ne pas transformer l'homme par la douleur, mais le protéger de celle-ci par un ordre raisonnable. En ce sens, Hildegarde de Bingen reste une visionnaire dans les temples et les lettres, mais dans l'infirmerie, elle agit comme une artisane. Ses lignes traversent des années troublées, non pas parce qu'elles plaisent, mais parce qu'elles sont utiles. Et c'est précisément pour cette raison que le mythe se dissout à cette table où repose une petite planche avec 3 mots. Ne pas surchauffer, ne pas épuiser, ne pas humilier. On ne les entend pas sur la place. Mais grâce à eux, les adultes se lèvent et s'en vont à leur rythme. Dans la pièce sombre où sont préparées les décoctions, l'air est âcre et humide, comme dans une cave à sel. Les pots en argile sifflent, les mortiers frappent régulièrement. Les flacons mat contenant l'urine des patientes adultes sont alignés sur un banc. Leur couleur et leur odeur sont consignés en mots secs dans un cahier, afin de ne pas avoir à se fier à la mémoire le lendemain. Sur la porte est accrochée une planche indiquant les tâches de chacun, qui est responsable de l'aération, qui de l'ébullition, qui du linge propre. Dans le jardin du monastère, les bandages lavés à l'eau vinaigrée bruissent sur les cordes à linge, à côté desquelles sèchent de la sauge et de l'hysope. À l'infirmerie, c'est la même musique des détails. Changer les compresses avant le coucher du soleil, nourrir les patients avant le coucher, ne pas laisser ceux dont le cœur bat fort s'exposer à la chaleur. Cette minutie ne vient pas d'une douceur excessive, mais de la crainte de voir le corps d'un adulte s'effondrer sous le poids des fantasmes d'autrui sur la correction. Le papier préserve le monde des spectacles. Sur une étagère se trouve un exemplaire recopié de Physique, sur une autre, Causes et remèdes, avec des coins cornés, là où il est question de respiration, de chaleur, de lourdeur dans l'estomac, d'épuisement après de longs jeûnes. Entre les pages, il n'y a pas de théâtre, seulement les rapports entre le chaud et le froid, l'humide et le sec, les points d'application, la durée de la chaleur, la quantité de boisson, les délais maximaux de repos. Lorsqu'une femme adulte est amenée après avoir été soignée par la faim et la vapeur, on ne la sermonne pas et on ne la purifie pas de manière ostentatoire. On l'inscrit dans le registre, on lui donne une boisson chaude, on l'allonge sur des draps propres et on vérifie sa respiration au niveau de la gorge. Dans le livre de comptes, on note « Tant de bandes de lin ont été utilisées, tant de tasses de vinaigre, tant de pots de métail. » Au bout de quelques jours, la personne a retrouvé suffisamment de force pour se lever. On y note également le contraire, après les corrections, morales, des évanouissements, de la fièvre, des files d'attente nocturne contre le mur. Le mythe de l'utilité de la sévérité s'effondre dans ces lignes. Pendant ce temps, l'ombre politique du siècle s'étend sur les couloirs. Les archevêques envoient des inspecteurs, les synodes discutent de discipline, la guerre impériale détruit les routes. À la fin du XIIe siècle, la punition pour une dispute funéraire frappe le monastère et les étrangers s'attendent à ce que tout s'y fige. Rien de ce qui est lié au départ ne s'arrête. On continue à faire bouillir le vinaigre, on cuit doucement le millet et les longues vapeurs sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Dans le cahier recopié, la main de l'économe ajoute tous les quelques jours des lignes où les chiffres sont écrits en toutes lettres. Le nombre de crises nocturnes a diminué, le temps d'alitement a été réduit, le besoin de saigner a diminué. Les traités ne sont plus un sujet de controverse, mais un outil permettant de maintenir la mesure pendant les mauvais mois. L'abus de pouvoir est consigné comme un fait accablant. En bas, on y répond avec une précision méticuleuse. La ville derrière les murs a sa propre chaleur. Les sages-femmes des quartiers font le serment de ne pas nuire. Les boutiques vendent des herbes et dans les maisons, les femmes adultes se soignent comme elles l'ont entendu dire par leurs voisines. C'est là que l'infirmerie accueille les destins brisés, épuisement après des jeûnes ostentatoires, brûlures causées par une vapeur imprudente, faiblesse après des saignées incontrôlées.
le cahier du monastère les accueille avec peu de mots. En cas de respiration faible, des boissons douces. En cas de fièvre, des compresses. En cas de douleur, des cataplasmes chauds sans brûlure. Si le cœur bat fort, pas de vapeur. S'il y a du sang, pas de purification ostentatoire. Les listes de résultats montrent que les solutions simples ramènent les gens aux étables et aux bancs plus rapidement que les solutions spectaculaires. C'est pourquoi ces feuilles sont recopiées, cachées de la place publique, mais transmises d'un scriptorium à l'autre. Elles sont lues comme un guide et non comme une source de tentation. Dans le jardin, tout est soumis au calendrier, qui est également un document. Au printemps, on conserve le fenouil afin qu'il y en ait assez pour nourrir les estomacs jusqu'au milieu de l'été. À l'automne humide, on sèche le galanga. Pour l'hiver, on stocke du millet et des biscottes. L'entrepôt distribue du linge propre selon les normes et non selon l'humeur. La nuit, un drap propre pour ceux qui souffrent de la chaleur. Le jour, un changement de bandage avant le coucher du soleil. La cuisine ne fonctionne pas pour l'humilité, elle fonctionne pour la force. Une nourriture légère pour ceux qui perdent leur sang et leur souffle, une soupe épaisse pour ceux qui retournent au travail. Cette rhétorique utilitaire peut sembler rude, mais c'est elle qui rend les textes de la Mère supérieure si durables. Ils ne sont pas protégés par des protecteurs influents, mais par leur succès dans les listes de résultats. Le débat avec les moralistes ne s'arrête pas. Il change simplement de visage. Aujourd'hui, ils demandent de supprimer l'eau chaude comme un luxe. Demain, ils demanderont de rétablir la vapeur longue comme purification. Après-demain, ils obligeront les femmes adultes à jeûner plus longtemps pour l'ordre. La réponse reste la même et s'exprime en chiffres, en mots écrits. Après l'eau chaude en courte séance, moins de tremblements et de chutes. Après une longue vapeur, des brûlures et des échecs. Après un jeûne prolongé, des évanouissements, des visites nocturnes et des journées vides au potager. Dans cette logique, la modestie n'est pas une apparence, mais un langage sanitaire qui élimine le superflu. Elle interdit les détails qui corrompent et la sévérité qui mutile. Elle laisse des instructions succinctes, suffisantes pour qu'un adulte passe la journée sans foule à son chevet. Le soir venu, l'infirmerie sent à nouveau le vinaigre et le millet chaud. Sur les étagères se trouvent des sections feuilletées sur la santé féminine, celles-là même que la légende a tenté de déclarer trop audacieuses. En réalité, elles ne savent faire qu'une chose, empêcher la douleur de se transformer en exécution publique. Ici, on ne parle pas fort, on n'expose pas le corps au jugement, on ne transforme pas les soins en spectacle. Ici, on s'en tient à 3 règles strictes. Ne pas surchauffer, ne pas épuiser, ne pas humilier, et à une pédanterie que l'on ne peut pas aimer, mais que l'on peut reconnaître. Et on la reconnaît lorsque les adultes se lèvent, prennent leurs affaires et s'en vont à leur rythme. L'infirmerie dispose d'un autre outil invisible, le registre d'inscription. À côté des étagères d'herbe se trouve un cahier gris des résultats. Chaque patiente adulte a sa propre ligne, avec ses symptômes, sa prescription et une note sur son état après 2 ou 3 jours. On y note également si le vinaigre a été efficace contre la fièvre, si le millet a aidé en cas de faiblesse, si une brève chaleur sans vapeur a été suffisante. Si quelque chose entraîne une aggravation, la formule est rayée et transférée dans la section « Ne pas utiliser en cas de cœur faible ». Ce langage est sec et rude, mais d'autant plus honnête. Il ne ressemble pas à une prière et ne joue pas les héros, il ressemble à un conte. Grâce à ce calcul, les sections sur la santé féminine ne se noient pas dans des conseils vagues, mais s'appuient sur des règles simples: ne pas surchauffer, ne pas épuiser, ne pas punir pour soigner, ne pas transformer la douleur en spectacle public. Dans le jardin du monastère, les herbes sont réparties selon les saisons, et ce n'est pas par caprice. Au printemps, on plante des carrés de fenouil et d'hysope,
afin d'avoir suffisamment de respiration et de stimulation douce au milieu de l'été. À l'automne humide, on sèche du galanga à l'amertume épicée pour se réchauffer sans surchauffer. On garde toujours du millet, car les aliments lourds nuisent à la récupération et entraînent une faiblesse nocturne. Dans la cuisine, on travaille comme dans un atelier. Le matin, on prépare une soupe liquide pour les alités. Le soir, on leur donne une soupe plus épaisse pour ne pas réveiller leur estomac. Sur la porte du fourneau est accrochée une note de l'intendant où sont inscrits les noms des personnes qui ont droit à une boisson chaude et les heures auxquelles il faut changer l'eau dans les cruches. Dans un tel système, il n'y a pas de place pour le hasard. Si la chaleur provoque des vertiges, on essuie les patients avec du vinaigre et on aère la cellule. Si le cœur bat fort, toutes les procédures sont réduites à de brèves applications de chaleur et on laisse les patients au repos au lieu de les exposer à la vapeur. Si le sang coule, les purifications sont annulées, l'alimentation est augmentée et on veille à ce que les vêtements soient secs et propres. Dans ce mécanisme, il n'y a pas de place pour une sévérité ostentatoire. Chaque accès de colère dans le cahier des résultats se traduit par des évanouissements et de longues nuits. Les documents derrière le mur confirment la même logique. Les catalogues monastiques du XIIe siècle mentionnent les herboristes et les recueils de recettes à côté des psautiers. Des copies des fiches médicales de la mère supérieure apparaissent dans les scriptoria voisins. Dans les inventaires municipaux, on fait appel à des sages-femmes et à des femmes expérimentées pour qu'elles prêtent serment de ne pas nuire et de ne pas recourir à des pratiques punitives. Il ne s'agit pas ici d'une histoire de connaissances secrètes réservées aux initiés. Il s'agit d'un réseau de prudence quotidienne qui apporte le vinaigre, qui sèche le linge, qui note les résultats, qui recopie les feuilles. Le mythe préfère imaginer un mur de silence continu. Les archives révèlent que ce mur comporte des portes avec des gonds et des clés. La pression politique de l'époque s'inscrit dans la routine, mais ne la détruit pas. Les contrôles de l'archevêché exigent des rapports sur la discipline, les inquiétudes impériales perturbent le commerce, les saisons de famine rendent les gens plus méchants. Ces vagues atteignent l'infirmerie comme le froid dans le cellier. La réponse à ces vagues ne réside pas dans les cris, mais dans les petits détails. On ferme la vapeur au moindre signe de faiblesse chez les adultes, on aère plus souvent par temps humides, on repousse la lessive au petit matin afin de ne pas étendre de linge humide à côté des malades le soir venu. Les estimations reflètent également le coût des erreurs. Les punitions thérapeutiques entraînent une augmentation de la consommation de draps, un besoin accru en vinaigre et en bois de chauffage, et une diminution du nombre de mains disponibles dans le potager. Un tel calcul est plus éloquent que n'importe quel discours, car il a des conséquences mesurables par le fait qu'une personne soulève à nouveau un seau d'eau ou prend un couteau à pain dans ses mains. La résistance à ce langage de survie vient de l'habitude. Les rigoristes aiment qualifier l'eau chaude de excès, la chaleur brève de faiblesse, la nourriture simple de concession au corps. Le monastère répond par des inventaires et des résultats. Au cours d'une saison particulièrement intense, des lignes écrites en gros caractères sont ajoutées à la liste des contre-indications affichées à la porte. Annuler les longs bains de vapeur jusqu'à l'arrivée du froid, cesser les saignées au moindre frisson, nourrir avant le coucher ceux qui perdent leur force, aérer les cellules toutes les heures. Au bout de quelques semaines, le cahier gris constate une diminution des crises nocturnes et des chutes. Ces notes ne sont pas embellies, mais elles sont lues partout où le silence est plus important que l'enthousiasme des autres. Ainsi, la modestie, pratique du langage, chasse la rhétorique sévère de la salle de soins. À l'intérieur même des traités, on voit clairement que la partie médicale est séparée du pathos. Là où la prose théologique peut se permettre une image, la partie pratique la réduit à sa plus simple expression, indication du lieu, durée, mesure, interdiction. Dans les sections consacrées au corps féminin, on remarque particulièrement
comment la frontière est maintenue entre la description nécessaire et les détails interdits. Il ne s'agit ni de ruse ni d'excuse. C'est une manière d'agir avec précision, sans provoquer. Une telle discipline linguistique protège non seulement le lecteur, mais aussi la patiente. Moins il y a de scènes, moins il y a de tentation de montrer un exemple sur la place publique, et donc moins de risques que les soins se transforment en représailles. La ville, adjacente à la clôture, apprend de ce silence sans aveu. Au marché, on achète plus volontiers du fenouil et de la sauge. Les boutiques vendent des bandages propres. Les sages-femmes se transmettent entre elles de courtes formules tirées de feuilles recopiées. Même là où l'on a tendance à critiquer les monastères, la pratique l'emporte sur l'irritation. Si, après le vinaigre et une brève période de chaleur, les adultes apportent moins de nuit, il devient désavantageux de critiquer. Ainsi, les registres de dépenses deviennent un argument urbain et les cahiers font partie intégrante de l'écologie générale de la survie. Pour être juste, les abus de pouvoir ne disparaissent pas. Ils éclatent ailleurs, là où il est plus facile de se cacher derrière une phrase toute faite ou une vieille peur. Mais c'est précisément à cause de ces flambées que les traités de la mère supérieure font apparaître des interdits. Limite du jeûne pour les adultes malades, refus des longs bains de vapeur, restriction des purifications, arrêt des saignées en cas de fièvre, obligation pour les intendants de conserver des réserves de vinaigre et de tissus propres. Ces interdictions déplaisent à ceux qui ont l'habitude de sentir leur pouvoir à travers la douleur d'autrui. En revanche, elles plaisent aux exorcismes, où les mots « s'est levé » et « est parti » apparaissent plus souvent. À la fin d'une longue saison humide, l'infirmerie ne sent plus la peur du sous-sol, mais le travail. Sur les étagères, à côté des codes théologiques, reposent tranquillement des copies de sections sur la santé féminine, sans séduction ni spectacle. Elles ne sont pas déployées sur la place publique, elles sont utilisées au chevet des malades. C'est le cas où le document décrit le monde plus précisément que le mythe. Non pas parce qu'il est plus beau, mais parce qu'il agit. Et dans cette réalité, on entend le plus important. La connaissance du corps n'a pas disparu et n'a pas été bannie. Elle a été conservée là où elle est utile, à l'infirmerie, dans le jardin, dans la cuisine, dans les cahiers gris des sorties et entre les mains des adultes qui n'ont pas besoin de spectacle, mais de la possibilité de vivre demain. À midi, les cahiers de résultats sont remis dans le coffre et dans l'infirmerie déserte, on entend sécher la toile et bouillir doucement l'eau pour les lavages du soir. Les femmes adultes, qui ont eu la chance de rester debout aujourd'hui, s'en vont vaquer à leurs occupations, et dans leurs pas, on entend le principal argument des traités, ne pas montrer la force, mais la rendre. Dans les inventaires des maîtres, une telle journée se résume à des chiffres écrits en lettres. Tant de bandes de lin ont été distribuées, tant de tasses de vinaigre ont été utilisées, tant de pots de métail ont été cuits, tant d'adultes se sont levés sans aide extérieure. C'est précisément grâce à ces lignes que la section sur la santé des femmes survit, sans séduction, sans démonstration, avec modération. Si le texte cherchait des scènes, il ouvrirait grand les portes à la foule. Au lieu de cela, il ouvre la fenêtre et aère jusqu'à ce que la chaleur diminue. À l'extérieur du monastère, la vie bat son plein. Les routes commerciales s'animent puis s'éteignent. Sur les marchés, on discute des prix du sel et du grain. Les sages-femmes font le serment de ne pas nuire et de ne pas recourir à la correction par la douleur. Les autorités municipales inscrivent les femmes expérimentées sur des listes de personnes que l'on peut appeler au chevet d'une femme sans crainte. Ces pratiques soutiennent le silence monastique de l'autre côté. Lorsqu'une nouvelle patiente adulte arrive après avoir été soignée par la famine et la vapeur surchauffée, l'infirmier ne cherche pas de coupable. Il transfère le poids de la morale à l'ordre, chaleur brève, vinaigre, tissu propre, silence, nourriture, sommeil.
Là où la sévérité des voisins a habitué à la honte, le langage des traités l'évite comme la peste. Ne pas décrire le superflu, ne pas exciter l'imagination, ne pas donner lieu à un spectacle. L'issue dépend de ce refus de la mise en scène. Moins il y a de démonstrations, plus la nuit est courte. Dans les listes mêmes des plantes médicinales, on entend les échos d'une grande école. Les textes savants du Sud parlaient des rapports entre la qualité et la mesure, de la combinaison prudente du chaud et du froid, de l'humide et du sec. Le cahier du monastère met cela en pratique dans la cuisine et le jardin. On y retrouve le climat de la vallée du Rhin. La fraîcheur humide ne nécessite pas de feu, mais une chaleur intense mais brève, pas de mélange brûlant, mais une alimentation équilibrée qui ne sape pas les forces pendant la nuit. Ce climat dicte également les contre-indications. Lorsqu'il y a du vent et de l'humidité, il faut aérer plus longtemps. Lorsqu'il y a de la chaleur étouffante, il faut supprimer toute vapeur. Lorsque la respiration est difficile, il faut boire chaud et non purifié. Si quelqu'un cherchait la audace dans ces pages, il ne trouverait que la stabilité. Et c'est cette qualité qui survit aux dirigeants et aux querelles intestines. Le poids politique du siècle reste présent, tel le mur d'un puits. Certaines années, la chancellerie archiépiscopale envoie des gens vérifier la discipline et les comptes. D'autres années, les troubles impériaux coupent les routes et l'infirmerie accueille des adultes souffrant d'engelures et d'épuisement après de longues marches. La punition infligée pour une dispute funéraire, vers la fin de la vie de la supérieure, a affecté le chant et le service, mais pas les soins. Cela se lit dans la répétition sèche des inventaires. Faire bouillir de l'eau tant de fois par jour, changer les draps plus souvent par temps chaud, garder une réserve de vinaigre, interdire la saignée en cas de faiblesse. L'abus de pouvoir est consigné dans les chroniques comme un fait accablant. La réponse de l'infirmerie comme une succession de petites actions. Et c'est ce nerf qui maintient le monastère en vie, alors que tout autour, on se dispute sur les formules correctes de la piété. Avec le temps, les copies des traités partent plus loin sur le Rhin, dans les maisons et les scriptoria voisins. Parfois, le copiste s'efforce d'uniformiser les formulations, parfois, il les laisse aussi sèches que dans l'original. Les sections sur la santé féminine passent d'un coffret à l'autre sans changement majeur. La cruauté thérapeutique est interdite, les corrections épuisantes sont interdites, la modération et le silence sont prescrits. Le paradoxe est que c'est précisément ce manque de théâtralité qui rend les textes si forts. On les lit non pas pour débattre, mais pour obtenir des résultats. On ne les garde pas près de l'autel, mais à la tête du lit. Ce n'est pas une science prestigieuse, mais une technique durable qui peut être transmise avec un panier de lin et une cruche de vinaigre. Dans le tissu urbain, ces feuilles changent les habitudes lentement, mais de manière notable. Les ménagères commencent à sécher leur linge à l'écart de la fumée de la cuisine. Les boutiques vendent plus volontiers des bandeaux pour les cheveux et des draps propres. Les inventaires des bains publics mentionnent des heures réservées aux femmes, avec une responsable qui porte à la ceinture les clés et la liste des contre-indications. Ces changements n'ont pas nécessité un soutien bruyant. Ils ont été soutenus par les résultats: moins de cris nocturnes, moins d'évanouissements, moins de funérailles après les purifications. C'est ainsi que le langage monastique de la modestie s'est transformé en une discipline sanitaire commune. Le choix des mots réduit la tentation et freine la cruauté, tandis que le choix des procédures éloigne le corps du précipice. La partie la plus muette de la chronique concerne ce qui ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu de leçons publiques sur la douleur d'autrui, car elles ont été préalablement interdites par le texte. Il n'y a pas eu de guérison par la faim, poussée jusqu'à une faiblesse mortelle, car le règlement prescrivait des limites d'abstinence pour les adultes malades. Il n'y a pas eu de longs bains de vapeur qui se sont soldés par des brûlures, car dès les premiers signes de tremblement, les bains ont été annulés.
Ce résultat nul figure rarement dans les belles histoires, mais il ouvre la voie à ceux qui sont revenus à leur métier. Et dans cette série silencieuse de retours, se trouve le sens du code autrefois entrelacé. Le soir, lorsque le feu dans le four est plus faible et que les fenêtres sont plus sombres, l'infirmerie vérifie à nouveau les cruches et suspend les toiles de rechange pour la nuit. On pose sur la table une boîte contenant des copies des sections afin de pouvoir les vérifier le lendemain matin sans se fier à une mémoire fatiguée. Ce travail ne recherche pas les applaudissements. Il recherche la prévisibilité. Les adultes qui partiront à leur rythme ne citeront pas les noms des herbes ou des auteurs. Il leur suffit de ne pas avoir été surchauffés, épuisés ou humiliés. C'est là que réside la force des traités. Ils maintiennent la connaissance du corps dans la sphère de l'utile, loin de la scène et des punitions, et s'opposent ainsi au mythe plus efficacement que n'importe quelle polémique. La nuit, l'infirmerie respire calmement. L'eau pour les brèves toilettes chauffe près du poêle, des bandes de lin sèchent sur des cordes dans le couloir. Dans le coffre se trouve un cahier gris-brun où sont consignées les sorties, dont les marges étroites sont remplies de notes sèches sur les forces, la respiration et la chaleur. Sur une autre étagère, à côté du sulfate de fer et du vinaigre, se trouvent des copies des sections médicales de la mère supérieure. Les copistes conservent précieusement les feuilles qui traitent des états cycliques du corps féminin adulte, de la faiblesse après une perte de sang, des vertiges et de la fatigue qui peuvent facilement être interprétés comme de la culpabilité si l'on ne dispose pas d'un traitement adapté. Ces pages ne recherchent pas le courage, elles évitent le spectacle en maintenant la conversation dans les limites de l'action. Lorsqu'une charrette arrive tardivement et qu'on apporte une femme adulte, épuisée par les règles déchirées de quelqu'un, l'infirmier ne pose pas de questions sur la moralité. Il prend son pouls, aère la pièce, lui donne à boire, la nettoie, la nourrit de mi-lait et consigne le résultat par écrit, non pas pour rendre compte devant un tribunal, mais pour ne pas répéter demain l'erreur commise par quelqu'un d'autre. La résistance semble prévisible. Les esprits rigoureux affirment que l'eau chaude et la nourriture molle diminuent la résistance, tandis que l'énumération des faiblesses féminines séduit. Le document répond non pas par la controverse, mais par le travail. Dans le catalogue de la bibliothèque, les psautiers côtoient les herboristes. Dans les inventaires des maîtres, on trouve du vinaigre, des huiles, des tissus propres. Dans le planning des gardes, des intervalles pour aérer et faire bouillir. Et dans le cahier des résultats, où les chiffres sont exprimés en mots, on voit comment les crises nocturnes diminuent lorsque la chaleur brève remplace la longue vapeur, comment l'alitement est réduit lorsque, au lieu de purification, on donne à manger et à dormir, comment les évanouissements se raréfient lorsqu'on interdit la saignée en cas de tremblement et de cœur bruyant. Le mythe, qui aime la simplicité bruyante, s'éteint à côté d'une telle stabilité ennuyeuse. Dans cette économie, le climat est déterminant. La vallée humide n'a pas besoin de bracéros, mais de mesure. Le galanga est séché pendant la saison froide, la sauge est conservée pour la gorge et la toux grasse, le fenouil pour une stimulation douce, l'absinthe contre les fièvres digestives sévères, le millet comme base d'une cuisine douce. L'apothicaillerie et la cuisine fonctionnent comme un seul poumon. Le matin, une soupe liquide pour les alités, le soir, une soupe plus épaisse pour ceux qui se lèvent, l'eau est toujours chaude, mais pas brûlante, l'aération se fait toutes les heures, les tissus sont secs. Cet algorithme semble impitoyable jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'il remplace les punitions thérapeutiques auxquelles il est si facile de céder lorsqu'il n'y a pas d'autre remède que la honte. Le poids politique du siècle pèse comme une pierre mouillée. Les contrôles de l'archevêché, les nouvelles inquiétantes de la guerre impériale, la punition pour une dispute funéraire qui fait taire les chants dans le monastère. Au cours de ces mois, on comprend particulièrement bien pourquoi le texte a besoin d'un langage sec.
Il offre des protections, limiter le jeûne pour les adultes malades, supprimer les longues vapeurs, mettre fin aux saignées en cas de fièvre, couvrir la conversation de mots simples, afin de ne pas faire du corps une démonstration publique. L'abus de pouvoir est consigné comme un fait accablant. La réponse à cela est la répartition des tâches, une réserve de vinaigre, un carré de sauge supplémentaire, un changement supplémentaire de drap. Ici, les victoires semblent ne pas avoir eu lieu. Il n'y a pas eu de correction, exemplaire par la faim. Le bain de vapeur qui aurait pu causer des brûlures n'a pas eu lieu. La ronde des accusations autour du lit n'a pas commencé. Ces zéros n'entreront pas dans la légende, mais ils entreront dans la vie. La ville sous les remparts apprend sans cri. Les listes des bains publics de la ville mentionnent désormais 1 heure réservée aux femmes, avec une responsable et une liste de contre-indications. Des bandeaux propres sont suspendus près des bancs et on achète plus souvent du fenouil et de la sauge au marché que les années précédentes. Les sages-femmes font le serment de ne pas nuire et de ne pas recourir à des corrections douloureuses. Lorsqu'une nouvelle femme adulte est amenée après avoir été soignée, à domicile à la vapeur et par la famine, l'infirmier ne cherche pas à savoir qui a été le plus convaincant. Il rétablit l'ordre, repos, nourriture, boissons chaudes, lavage, interdiction des procédures dangereuses, notes succinctes sur la respiration et le sommeil. Quelques jours plus tard, cette signature apparaît dans la ligne, s'est levée et est partie de son propre chef. C'est là que réside la principale controverse, celle qu'il est impossible de faire taire. À l'intérieur même des traités, on voit apparaître une ligne de démarcation difficile, en dire assez pour soigner, sans donner lieu à transformer les soins en spectacle. Là où la prose théologique permettait la métaphore, la partie médicale la réduit à sa plus simple expression. Lieu, mesure, durée, interdiction. Cela est particulièrement visible dans les sections consacrées à la santé féminine. Le texte n'entre pas dans des détails excitants, ne cache pas ce sans quoi la procédure ne fonctionne pas. Il utilise la langue comme un instrument. Cette discipline sauve non seulement l'honneur de la feuille, mais aussi la vie. Moins il y a de scènes, moins il y a de tentation d'organiser une leçon exemplaire, moins il y a de risque que la douleur d'autrui devienne le pouvoir d'autrui. L'économie des soins continue de compter. Une cruche supplémentaire au chevet du malade, c'est moins de tremblements nocturnes. Un changement supplémentaire de drap, c'est moins d'escarres. L'inscription, suppression de la longue vapeur, c'est moins de brûlures et de chutes. Un carré de sauge supplémentaire, c'est moins de toux nocturnes. Ces détails semblent insignifiants jusqu'à ce qu'on les additionne au cours d'une journée où les adultes retournent au fourneau, au potager, à l'établi. C'est précisément pour cela que les feuilles étaient recopiées et que des coffrets contenant des copies étaient conservés, pour que la connaissance du corps ne se dissolve pas dans le vin et ne se transforme pas en vengeance. Ainsi, les pages trop audacieuses sur la santé féminine s'avèrent être exactement aussi audacieuses que le nécessite le métier. Et c'est pourquoi elles survivent aux évêques querelleurs, aux voisins sévères et aux vagues de moralistes, ne laissant derrière elles aucun effet, mais une journée bien remplie où personne n'a été surchauffé, épuisé ou humilié.